Voilà, vous êtes vous. Du coup, merci à ceux qui survivent encore parce que c'était toute une journée, certes intéressante, mais c'est toute une journée de conférence. Et donc là, on arrive à la présentation, la dernière conférence de ce pool. Alors, juste pour information, c'est la dernière conférence, mais après, on aura une petite demi-heure d'échange libre sur le pool principal pour ceux qui voudraient rester. Donc, le sujet de cette conférence, c'est tout ce que l'agilité n'est pas, n'est plus. Donc, c'est très important, le titre n'est pas, n'est plus, parce qu'aujourd'hui, l'agilité, avec toute la vie qu'on a eue avec l'agilité, on a un peu le recul pour analyser ce que la théorie agile n'est plus capable de nous fournir dans nos DSI. Et en fait, vous allez remarquer, parce que c'est un sujet qui est très large, je vais me concentrer sur la partie biais comportemental, puisque normalement, ça me prend 2 heures, voire 3 heures de conférence. Là, on a 1 heure, donc on va essayer de faire un peu rapidement. Et en général, je fais cette présentation en complément formation agile, parce que les formations agiles, bien sûr, c'est très bien, mais c'est très bien pour, on va dire, la partie théorique. En général, on fait des formations agiles pour préparer les gens et les envoyer sur le terrain, sinon ça n'aura pas beaucoup de sens. Donc, c'est bien de complémenter, bien de compléter cette formation par cette partie-là de la formation, tout ce que l'agilité n'est pas. Ça permet aux gens de partir au terrain un peu plus armés en sachant ce qui pourrait les attendre d'un point de vue comportement agile et anti-agile. Et comme vous savez, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Et ben, effectuer une bonne transformation agile, c'est aussi prévoir parce que quand on sait qu'est-ce qui nous attend comme comportement anti-agile, on prévoit, on anticipe et on peut avoir la bonne gestion et le bon comportement, surtout quand on est coach agile ou Scrum Master. Alors, with you today, je suis Elmedil Gnendi, Agile Coach. Je suis spécialisé dans les transformations à l'échelle de préférence. Alors, je fais aussi des missions en tant que Scrum Master ou coach agile, on va dire, une transformation simple, mais je préfère tout ce qui est à l'échelle et tout ce qui est transformation, parce que c'est dans les transformations où l'on a le plus de challenges, notamment les challenges humains. C'est normal, on est en train de transformer, de passer d'un monde à un autre, donc forcément, c'est là où il y a le plus de perturbations du système, et c'est là où c'est le plus challengeant. Donc, je suis aussi quality coach parce que mon background, c'est la QA, l'assurance qualité. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Non. Non, Non. oui, parce qu'on vient de faire la remarque et du coup, ce serait vraiment dommage si on ne voit pas la présentation. Alors, un petit problème technique. On va essayer de résoudre ça. Et là, du coup, vous la voyez? Oui. Ok, super. Oui. Donc, je vous remets très rapidement la première slide. Et voilà. Et après, on était sur la deuxième. Donc, ce que j'étais en train de dire, je suis aussi quality coach parce que à la base, j'ai commencé dans les tests. Il y a quelqu'un qui est ici présent, il s'appelle un certain Alain Sibou. Donc, il connaît très bien un peu mon parcours parce que c'était le premier coach qui m'a formé à l'agilité. C'était ma première mission après école. Et parallèlement à ça, je suis auteur d'une série sur l'agilité qui s'appelle Qui a tué mon Scrum Master. Donc, en gros, c'est une série de 5 tomes. Là, il y a le premier tome qui est sorti. Et c'est un livre, c'est un ouvrage agile qui parle justement de l'agilité sur le terrain sous forme d'un polar, une storytelling qui permet un peu de se rendre compte de la limite de l'agilité sur le terrain à cause des différents comportements que les agilistes pourraient avoir par méconnaissance, par inadvertance, ou bien parce que tout simplement on est sous un contexte un peu compliqué qui fait qu'on peut agir d'une certaine manière. Et à partir de là, l'objectif de cet ouvrage ou bien de cette série, c'est de motiver la réflexion, l'autocritique déjà pour commencer, et puis la critique de l'autre pour que éventuellement on arrive à améliorer notre quotidien dans nos DSI. Aussi, je suis l'auteur d'un magazine, mais ça n'a absolument rien à voir, c'est une deuxième vie. C'est Nouvelle Boursière, c'est un magazine mensuel de recommandations de valeurs boursières Euronext. C'est un peu ma deuxième passion avec l'agilité. Et puis, je suis le fondateur de LAG Advisory. Et du coup, sommaire, bien sûr, on va commencer par l'introduction et puis on va rentrer directement dans le fond du sujet, ce que l'agilité n'est pas, n'est plus. Encore une fois, le biais comportemental, parce que ça va être ça notre angle de vue.
Après, il y aura l'agilité dans nos DSI. C'est un ensemble de statistiques que j'ai trouvé sur un site très intéressant qui nous permettent de comprendre un peu aujourd'hui dans nos DSI qu'est-ce qu'on a comme pratique, c'est quoi le pourcentage d'implémentation du daily et d'autres cérémonies. Ça permet d'avoir une vision un peu 180 de ce qui se passe loin de la théorie et loin du très beau monde un peu idyllique de l'agilité qu'on peut avoir à l'occasion d'une formation. Et bien sûr, on va conclure et à la conclusion, on va répondre à la question qu'on se serait posée au niveau de l'introduction. Et du coup, on commence par l'introduction. En fait, comment je vois les choses? Au début, on était en cycle V, on était en cycle W et tout se passait, on ne va pas dire très bien, mais on avait un certain nombre de problèmes. On s'est rendu compte très rapidement qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ce qui a un peu introduit l'agilité. Et quand je dis l'agilité, c'est l'agilité avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les méthodes, le Scrum, l'XP, BDD. Parce que l'agilité, ça reste finalement, c'est juste un mindset, c'est juste une philosophie, c'est une boîte, c'est un peu un coffre-fort qui est très utile. Mais ce coffre-fort, il ne sert à rien si à l'intérieur, il n'y a pas, alors coffre-fort, forcément des bijoux, de l'argent, des choses intéressantes comme ça. Du coup, quand je dis l'agilité, vraiment retenons ça, c'est l'agilité and co, tout ce qui va avec. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une meilleure solution, c'était l'agilité et tout ce qui va avec. Et du coup, on est bien parti sur des projets agiles qui ont carburé littéralement. Ça a vécu un certain nombre d'années, on va dire une dizaine d'années, tout le monde est content, mais depuis quelques temps, quelques années notamment, il y a l'ébauche de l'anti-agilité comme courant. Et donc, c'est cette anti-agilité qui devient un tout petit peu tendance, qui m'interpelle et qui motive un peu cette présentation et le type d'intervention que je fais là-dessus. D'où vient cette anti-agilité? Parce que forcément, tout est justifié d'une manière ou d'une autre. Encore faut-il voir le point de vue et jusqu'à quel point. Ça provient de l'échec de certains projets agiles. Parce que quand on a vendu l'agilité, c'était des commerciaux ou bien des évangélistes trop zélés, je dis bien trop zélés. On a vendu l'agilité comme étant la solution magique qui apporte la solution à tous les problèmes. C'est bien, c'est pour ça qu'il a un peu réussi. Mais à un moment donné, il y a un effet pervers. Donc, on a eu l'échec d'un certain nombre de projets, ce qui a induit une déception et un certain état de choc dans l'esprit de ces personnes qui ont cru d'une manière, on va dire, artificielle ou trop systématique à cette publicité ou bien à cette pseudo-agilité. Et à partir de là, on a eu une forme de découragement et une remise en question de l'agilité comme approche. Et une fois que ça a été fait, on est passé à la stigmatisation et il y a eu un certain courant de reverse migration, des gens qui, parce que la migration un peu naturelle aujourd'hui, c'est qu'on passe du cycle V, W ou autre, ou hybride à l'agilité. Sur certains projets, on est en train de rétropédaler pour retourner à ce cycle V, à ce cycle W. On était bien avant. Pas trop, mais bon. Et c'est là où c'est ce qui me dérange, c'est ce passage de la remise en question à la stigmatisation. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qui est coupable ou bien qui est coupable? C'est l'agilité ou la mauvaise application de l'agilité à cause justement du succès de cette agilité, quelque part qui est devenue la victime de son propre succès. Donc là, on rentre directement dans le sujet. Ce que l'agilité n'est pas, n'est plus. Alors, ça, c'est un adage qui est connu et tout le monde le sait, pourtant on a tendance à l'oublier. L'agilité ne résout pas les problèmes d'un projet, par contre, elle les met en avant. C'est déjà une très bonne chose parce qu'un médecin, tant qu'il n'a pas diagnostiqué le mal, soit on ne va pas prendre de traitement, soit on va prendre le mauvais traitement, et ça, il n'y a pas pire que ça. Et du coup, ça met en avant et c'est déjà très bien. Et donc, la question qui suit, c'est qui va résoudre ces problèmes? Parce que ce n'est pas magique. La réponse qui me paraît être juste, simple, claire et logique, c'est que ce sont les acteurs du projet agile qui ont cette charge de résoudre les problèmes du projet. Et du coup, logiquement, ils sont censés être full agile. Je dis bien full agile. Et quand on dit full agile, c'est des gens qui sont évangélisés, qui maîtrisent l'agilité, mais aussi qui n'ont pas les comportements anti-agiles. Et c'est très important parce que la plupart de ces comportements, on les a d'une manière inconsciente. Il n'y a pas pire que l'inconscient, parce que c'est très difficile de le suivre. Du coup, qu'est-ce qu'elle n'est pas, qu'est-ce qu'elle n'est plus? Approche comportementale, et ça va être une approche comportementale par rôle. En gros, on va lister les différents rôles et on va voir c'est quoi le bad
PO, développeur, etc. C'est quoi le good PO, développeur, etc. Et très important, je le signale, je vais me contenter de la partie niveau Scrum Team. Donc là, je vous affiche, vous l'avez reconnu tous, c'est Safe. Donc Safe dans son état, on va dire, le plus avancé, le plus riche. Il y a la partie Team, Programme, Large Solution, Portfolio. Vu qu'on n'a pas le temps, on va se contenter de la partie Team. Et donc, ce que j'entends par la Scrum Team, ou bien ce que je vais vous présenter dans la Scrum Team, parce que ce n'est pas tout à fait la définition Scrum Team by the book, mais est-ce que vraiment on a besoin de by the book? C'est tout un débat. C'est bien sûr, on va parler du POBA comme étant le point d'entrée pour l'équipe, le Scrum Master, parce que ce n'est pas parce que je suis Scrum Master Coach Agile que je vais l'épargner. Les développeurs, qu'est-ce qu'on peut faire sans les développeurs? Le QA, on peut faire sans le QA, souvent on l'oublie. Le Coach Agile, parce que, bon, voilà, c'est le Coach Agile. Et puis le PM, et puis le sponsor. Donc là, vous allez remarquer que normalement, Coach Agile, un PM, bon, PM c'est discutable, mais généralement, le sponsor, ils ne font pas partie de l'équipe Scrum, by the book, mais on en aura besoin, vous allez voir le pourquoi. Et pour faire ça, j'ai besoin de vous pour jouer à un jeu, parce que c'est très interactif, et surtout, j'ai aussi besoin de vos feedbacks, et j'ai besoin d'apprendre de vous. Est-ce que vous acceptez ce jeu? Alors, si vous pouvez le mettre sur le chat. Non, on ne peut pas jouer. Eh ben, moi aussi, je ne peux pas jouer. Alors, il y aura un petit problème parce que, je ne sais pas, ça va être un peu compliqué de gérer le chat, mais on va y arriver. Du coup, je vous explique les règles du jeu au passage. Vous aurez des slides comme ça. Donc, on va commencer, on va visiter un personnage, développeur, DevOps, etc. Je vais commencer par parler très brièvement de ce que c'est que le good monsieur acteur agiliste, mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Après, on va passer au bad agiliste. Là, je vous donne 20 secondes. Ce que je vous demande durant ces 20 secondes, c'est que vous vous mettiez dans le mood, dans l'esprit, que vous essayez un peu de vous rappeler à partir de vos expériences, vos lectures, etc. C'est quoi le bad développeur? On a tous vécu des choses, voire subi des choses. Après, moi, je vais vous proposer une liste à partir de ma petite expérience. Et après, sur le chat, s'il vous plaît, vous mettez vos réponses en complément. Moi, je m'engage auprès de vous. Dans 2 jours, 3 jours, je vais vous faire un article ou bien je trouverai le moyen de communiquer un résumé de tout ce que vous avez mis parce que le but aussi, c'est qu'on puisse en profiter tous ensemble. Et donc, vous êtes d'accord? Vous êtes en mute. Je suppose que oui, vous êtes d'accord. On y va. Yes. Merci. Oui. Alors, on va commencer par le PO et c'est normal, c'est le point d'entrée. Donc le PO, pour ceux qui, parce que c'est normal, j'espère que parmi nous, il n'y a pas des agilistes. Ça veut dire aussi qu'on est en train de passer un message et d'évangéliser, ce qui est un peu notre motivation. Le PO, c'est le Product Owner. C'est quoi un good PO? Alors, c'est déjà quelqu'un qui va bien gérer les ateliers, qui va bien aller chercher la matière en termes de besoins, qui va bien négocier le besoin avec le métier, qui va bien protéger l'équipe dans le sens où si jamais le métier est trop exigeant, il sait leur dire non, on vous revoit dans 3 releases parce qu'on n'est pas prêt ou bien le choix technique n'est pas bon, etc. C'est quelqu'un qui va suivre son équipe, qui va prioriser, qui va donner la visibilité, etc. Maintenant, la question, c'est quoi un bad PO? Et je vous invite à vous mettre dans le mood et commencer un peu à vous rappeler de toutes les mauvaises expériences que vous avez. 20 secondes. Est-ce que vous arrivez à voir le chat, la petite fenêtre du chat? Non. Alors, du coup, là, je vous invite déjà à retirer le mute parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de participation. OK. Du coup, le bad PO, je vous ai préparé une petite liste et on va se faire plaisir. Les PO, on s'excuse, mais même le Scrum Master et le coach agile, il passera. Donc, alors, c'est un project owner. Donc, je dis bien, c'est pas un product owner, c'est un project owner. Donc, pour lui, c'est son projet, c'est son petit bébé, c'est un peu la maman poule. Et en l'appelant comme ça, maman poule, on comprend très bien c'est quoi le problème. C'est qu'il prend un peu trop les choses pour sa personne et ça peut très mal se passer. Il ne donne pas de la visibilité sur le backlog, le produit, les priorités, c'est très mal parce que c'est lui qui nous représente vis-à-vis de tout le monde, mais c'est lui aussi qui représente
le produit vis-à-vis de l'équipe. Donc, visibilité sur le backlog, notamment par le sprint planning et les différents grooming, les ateliers dont on parlera par la suite en amont, et les priorités, c'est au quotidien. On passe un peu à côté de la plaque. On n'inclut pas l'équipe dans la vision produit. Donc, c'est toujours la même chose. Une équipe développeur QA, ce n'est pas juste les petits ouvriers qui sont là pour produire, pisser le code et les tests à la fin. Non, il faut qu'ils fassent partie de la vision produit, c'est-à-dire ce sont tous les ateliers en amont. Pas d'autres. Et donc, ces ateliers dont je parle, c'est, vous savez, c'est le story mapping, c'est l'exemple mapping, c'est le grooming, et parfois, il faut aller un peu beaucoup plus tôt pour trouver les bons ateliers. Il ne met pas à jour l'outil du suivi. Ça, c'est notamment, il y a des PO qui sont des référents métiers plus que PO, et donc, ils n'aiment pas Jira, ils n'aiment pas ces outils-là. Et c'est vraiment un casse-tête, mais chinois comme pas possible, avec tout le respect aux Chinois, bien entendu, surtout là, avec, on ne va pas leur ajouter ça aussi avec le Covid. Je dis ça, je dis rien. Du coup, c'est un vrai casse-tête pour le convaincre de mettre à jour son outil. Et le problème, c'est que si elle n'est pas là, l'équipe, elle est juste aveugle parce qu'elle n'a pas les priorités, encore moins la vision produit. Il ne fait pas confiance à l'équipe, ça c'est grave. En même temps, j'ai envie de vous dire, en général, ça se mérite, entre guillemets, parce que ce qui se passe, typiquement, on a un premier sprint, on pensait qu'on allait avoir le 100%, mais on a eu 60%. Le deuxième, on a eu 40%. Le troisième, le PO, il gueule, de toute façon, vous ne servez absolument à rien, je ne vous fais pas confiance. Donc, il y a un certain contexte qui fait qu'en général, il ne fait pas confiance. Maintenant, on est tous d'accord que ce n'est pas parce qu'il y a un contexte un peu compliqué où le Scrum Master et le coach agile auront un rôle axial pour trouver c'est quoi le problème et le résoudre, et c'est là aussi leur rôle. Ce n'est pas une raison qui justifie qu'on perde la confiance, parce que si le PO perd la confiance, en général, ça se passe très grave pour l'équipe. C'est un obsédé par le sprint increment, c'est-à-dire pour lui, à la fin du sprint, je veux quelque chose que je vais mettre en démo, que je vais aller montrer au sponsor pour passer comme le PO de l'équipe qui produit. C'est très bien. Maintenant, s'il y a un problème dans l'équipe au cours du sprint qui fait qu'on est à 30%, bah, si c'est justifié, c'est justifié. En général, c'est à cause du serveur, c'est à cause de la sécurité, c'est à cause d'un outil qui a bugué, surtout si on est sur des sprints d'une semaine parce que ça existe. Donc, il faut qu'il y ait cette empathie. Alors, c'est un PO qui lead le stand-up. Ça peut arriver, mais il faut juste que ce soit bien encadré parce qu'un PO qui lead le stand-up, en général, c'est un PO qui se prend pour un chef de projet à éviter. Un PO qui influence l'estimation des stories, ça, je l'ai vu, mais presque systématiquement, si on n'a pas un PO qui a une bonne formation. Alors, en fait, vous avez là, je ne sais pas, il y a cette petite ligne, je ne sais pas d'où ça sort, mais elle va partir après. Donc, il influence l'estimation des stories. En général, il est sous la pression du métier. C'est ce qui fait qu'il va essayer de… alors, je vais essayer de la retirer. C'est un peu compliqué. Tant pis, on va avancer. Du coup, je disais, en général, il est sous la pression du métier. On a tardé sur un sprint, sur 2 sprints, la release est remise en question, voir la roadmap, le PM, il gueule, le sponsor, il gueule. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il va un peu influencer l'estimation pour qu'on puisse produire théoriquement le maximum possible. Sauf que ce qu'il ne comprend pas, et là encore, c'est le rôle du coach agile, bien du Scrum Master qui est censé un peu le former, c'est que ça ne sert absolument à rien de surestimer ou sous-estimer parce que ça va faire que créer de la frustration. Ce n'est pas parce qu'on est très optimiste sur l'estimation que finalement, on va vraiment produire. C'est même le contraire. Parce qu'au jour le jour, avec le stand-up, on voit qu'on n'avance pas, on perd les gens, on perd le moral et c'est contre-productif. Le PO, il refuse de dire non quand c'est nécessaire. Et en général, c'est dire non au PM parce que la relation PM-PO, en général, elle est très compliquée. Et il refuse ou bien il n'est pas capable de dire non au sponsor, et on parlera du sponsor, aucun niveau technique. Alors, il y a des écoles. Certains vont dire que le PO n'a pas besoin d'être technique. D'autres vont dire c'est bien qu'il soit technique pour qu'il puisse un peu représenter en amont plus ou moins les difficultés techniques qu'on peut avoir. Ok, c'est discutable. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un juste milieu. S'il n'est pas du tout technique, au moins, il faut qu'il se repose sur le tech lead. Je mets tech lead entre guillemets, on en parlera. Ou bien sur l'équipe technique. Il a la posture client-fournisseur. Eh bien, ça dit tout. Le PO, ce n'est pas le client. Il fait partie de notre équipe. Donc, il faut qu'il vive notre vie au quotidien. Il est en conflit permanent avec le Scrum Master et le Tech Lead. Alors là, c'est un symptôme. Il a le droit d'être en conflit avec le Scrum Master et le Tech Lead. Ça se comprend parfois parce que chacun défend son point de vue et c'est tant mieux. C'est juste que quand c'est permanent, en général, ça veut dire qu'il y a un problème qui est plus profond.
en conflit avec le sponsor et les stakeholders, même histoire, c'est bien qu'il sache dire non, mais s'il est tout le temps en conflit, en général, c'est contre-productif. Finalement, le sponsor, c'est lui qui est à l'origine du projet. Donc, si on est en conflit, systématiquement, c'est tout le projet qui est remis en question et qui part en danger. C'est quelqu'un qui gère mal le stress et la pression. Un PO, c'est un rôle qui est vraiment très compliqué parce qu'il est le point d'entrée, le point de sortie avec le sponsor. Notamment, si on a des sponsors qui sont compliqués, il est sous stress, voire il est sous traitement. Donc, si c'est bien subir ce stress, cette pression avec le Scrum Master et épargner l'équipe, c'est très bien, c'est un bon PO. Par contre, si jamais il ne fait que passer, c'est une passoire de ce stress, là, on va perdre toute l'équipe. Et là, moi, j'ai fini ma partie, votre partie va commencer. À vous, 30 secondes, envoyez vos feedbacks sur le bad PO. Un bad PO qui n'est pas accompagné par un coach. Par exemple, mais sur chat, s'il te plaît, parce que je vais centraliser ça par la suite. Oui. Ok. Allez-y, allez-y. Un PO qui se prend pour un chef. Encore. Et tout ça, ça va servir à tout le monde. Oui, pas de vision long terme qui n'est pas disponible. Il n'y a pas pire, surtout ici, il n'y a pas de proxy PO, ce qui arrive parce que parfois on n'a pas le budget. Un bad PO, c'est celui qui flique. Ah oui. Celui qui tente d'exercer un rôle hiérarchique bad PO, ça on le retrouve. Parce que souvent le PO, c'est le premier qu'on va recruter au niveau du projet. Et donc, c'est aussi un peu un comportement paternaliste. Il est là, parfois c'est lui qui a recruté. Et du coup, il pense qu'il a une certaine légitimité par rapport aux autres, qu'il est le père du projet. Et du coup, il peut avoir très systématiquement une approche très hiérarchique à éviter. Alors, et du coup, qui croit que PO est un job, un titre et non pas un rôle, effectivement, c'est très important. C'est très important de pouvoir garder la distance par rapport à ce qu'on fait dans une équipe agile. Essayer d'aller au-delà de son rôle, effectivement. Croit que le PO est un job, oui, alors ça je l'ai lu. Un PO qui recherche et accuse tout coupable. Et là, d'ailleurs, on voit le rôle du Scrum Master qui est là pour équilibrer. Du coup, merci à vous. Si vous voulez, vous pouvez rajouter parce que je vais tout revoir par la suite. Là, on va avancer. Le deuxième rôle. Et quand je parle du bad PO et du PO, je parle aussi du proxy PO. Là, on va aller voir monsieur le business analyst. Alors, c'est quoi un good business analyst? C'est celui, alors business analyst, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est la personne qui est là pour rédiger les stories. Normalement, le PO peut faire ça, mais si on est sur un projet qui est assez riche, assez challengeant, le PO, il va à peine s'occuper des ateliers. Donc, il a besoin de quelqu'un qui va rédiger, bien rédiger, et de quelqu'un qui va répondre aussi aux questions parce qu'il n'est pas disponible. Donc, c'est celui qui va rédiger la story selon les critères Invest, qui va éventuellement aussi rédiger les épiques, je ne sais pas, ça dépend, mais en général, les features, les MMF, il va les mettre sur Jira, sur Confluence, et c'est l'outil, il va répondre aux questions, il est très disponible, il va éventuellement aider les QA, je dis bien éventuellement parce que c'est très discutable, sur la rédaction des cas tests, encore une fois, c'est très discutable, mais dans tous les cas, c'est un tout petit peu au même, c'est le sachant métier du projet. Alors, le bad BA, c'est quoi? 10 secondes, 20 secondes, mettez-vous dans le mood et je vous invite à vous rappeler de tous les mauvais souvenirs, c'est pas grave. On va finir sur une bonne note, donc tous les mauvais souvenirs, mettez-vous dans le contexte. Donc, alors là, je vous fais ma petite liste et je vois que vous avez déjà commencé à faire les propositions. Super. Alors, le bad business analyst, c'est celui qui est axé sur le process plus que sur les personnes. Il y en a certains qui aiment bien rédiger, ils vont tout rédiger sur Confluence, sur Jira, super bien. Mais le problème, c'est que quand on vient leur poser des questions, ils ne sont pas forcément disponibles, ils ne vont pas répondre, ils vont envoyer les gens directement sur Jira. Or, le problème, c'est que entre ce qu'il a rédigé
ce qu'il a compris déjà, ce qu'il a rédigé, ce que la personne a lu et compris. Et en général, c'est le développeur et le testeur. Donc, tout ce qu'il y a de plus important pour la production et ce qu'il va mettre en place, il y a toujours un gap. Du coup, c'est très important qu'il garde à l'esprit que c'est les personnes et non pas les process. Les process, c'est bien, mais au service des personnes. C'est monsieur, je sais tout, plus que quiconque. Alors, on a Gilles, en Scrum, on aime bien des ateliers comme le BDD, TDD, on en parlera, et tout ce qui est shift left, shift right. Et dans ce contexte-là, dans cette philosophie, c'est important que le BA ait l'humilité de penser qu'il peut très bien compléter sa réflexion par le QA qui voit tout ce qui ne marche pas et par le développeur qui a cette vision très technique et qui peuvent l'aider à anticiper les change requests et les trous dans les raquettes. Il va tout documenter. Alors, c'est bien de documenter. Tout documenter, je veux bien si on a le temps, sauf qu'en général, on n'a jamais le temps, donc il ne faut pas que ce soit une manie, qui ne va rien documenter, donc c'est l'extrême, parce qu'il n'est pas là demain, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, c'est très bien de laisser un peu de legacy, un peu d'héritage pour la suite, parce qu'il y aura toujours une maintenance. C'est celui qui suggère des solutions techniques. Et bien ça arrive souvent. C'est bien d'avoir un business analyst qui a un background technique. Maintenant, le problème, c'est que s'il est trop technique, ou bien s'il n'oublie pas son ancienne vie, il va proposer des solutions avec lesquelles éventuellement les développeurs ne sont pas d'accord, ou peut-être ils vont le suivre parce qu'il a une certaine légitimité. En fin de compte, ce n'est pas la bonne solution. On a perdu un sprint, voire 2 sprints, et ce n'est pas son rôle, et ça va frustrer les développeurs. C'est celui qui suggère les scénarios de test. Alors ça, c'est une autre pratique très perverse qu'on trouve. En gros, pour nous, le QA, c'est des petits bras, il ne sert à rien, il ne comprend pas, il est incapable de réfléchir, de concevoir les scénarios de test. C'est le BA qui va lui rédiger. Alors, dans une vraie équipe, un QA, il a le même savoir que le business analyst. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec moi, mais c'est tout un débat. Il a le même savoir et il est capable de rédiger les 4 tests. Si le QA n'est pas capable de rédiger les 4 tests, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est mal rédigé, soit on n'a pas les bons ateliers, soit il y a un problème qui est beaucoup plus profond. Alors, il faut creuser, mais il ne faut pas s'arrêter à là. Donc, le BA, peut-être, il va faire une petite passe pour checker les tests, mais jamais, en aucun cas, il va rédiger les critères d'acceptance, c'est possible, mais en aucun cas, c'est lui qui rédige. Il ne met pas à jour les US suite à des change requests ou évolutions. Oui, c'est toujours la même chose. Idem pour le PO, idem pour le dev, idem pour le testeur. Normalement, on a des critères de Dan selon lesquels, si jamais la story a évolué entre la rédaction et le test et la validation, il faut mettre à jour et il faut vraiment le faire et le respecter. Ça permet de rappeler ça si jamais on l'oublie. Il n'accepte pas les change requests, il les prend à titre personnel, alors que lui, il est en train de produire des règles de gestion, c'est pas sa personne, il a le droit à l'erreur, tout comme le développeur, tout comme le QA, on est là pour se couvrir, pour s'entraider. Il n'est pas disponible pour répondre aux questions de l'équipe. Alors, je veux bien qu'il ait beaucoup de choses à faire, mais s'il ne répond pas aux questions, c'est qu'on va mal développer, on va mal tester et finalement, on ne va pas produire, donc ça ne sert absolument à rien. Il n'encourage pas l'équipe à lui poser des questions. Donc, ça, c'est un tout petit peu la même chose, mais c'est différent, c'est qu'il peut être disponible maintenant, il est tellement désagréable que les gens, et les gens, quand je dis les gens, en général, c'est les testeurs, parce qu'eux, ils vont le solliciter assez souvent. S'il est désagréable, genre, ou bien, soit il est désagréable, soit il est mauvaise langue. On connaît, on a déjà vécu ça, et du coup, les gens ne sont pas encouragés à aller lui poser des questions. Un BA et un PO qui ne font pas de BDD, de TDD pour moi, mais là, c'est un jugement qui est un peu trop fort, je le sais, mais bon, voilà, c'est un BA qui est très limite, parce que là, on parle des ateliers qui nous permettent d'avoir la bonne qualité, d'anticiper les anomalies. Et puis, pour finir, un BA qui n'assiste pas activement aux cérémonies agiles et ateliers shiftless, parce que ça existe, des BA qui sont là que pour, je m'excuse de l'expression, on parle tout le temps de pisser le code, mais il y a aussi pisser les règles de gestion. Il faut qu'il soit là pour les stand-up et pour les autres cérémonies, parce que grâce à sa présence, il comprend déjà ce qui marche mal dans l'équipe, ce qui marche bien, ça l'aide éventuellement à améliorer ses stories, et puis il vit la vie de personne n'est épargné d'être présent dans le stand-up. C'est l'une des premières règles. Et vous allez voir si vous restez jusqu'à la fin, parce que je crois qu'on va dépasser 1 heure. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer une statistique. Et finalement, les stand-up, ce n'est pas si règle générale que ça. Et là, je vous donne la parole à vous. Compléter, sachant que ça a déjà, il y a eu beaucoup d'idées. Alors, il faut que je remonte un tout petit peu. Tout ça, vous allez l'avoir dans le petit rapport, même si on n'est pas les rapports dans l'agilité, mais on fera une petite exception. Alors, on parle encore de PO, on a beaucoup parlé de PO. Oui, on a parlé de PO. Allez-y alors pour le BA. Il nous reste 10 secondes peut-être. Sauf si vous pensez que la liste elle est complète.
Eh bien, écoutez, vous pouvez saisir après. On avance. Alors, qui va suivre dans la liste? C'est le développeur. Le fameux développeur sans qui rien ne peut être fait, ce qui ne remet pas en question le rôle des autres, bien entendu. Alors, un bon développeur, c'est quelqu'un qui est bien investi dans la vie de l'équipe, qui va assister à toutes les cérémonies, notamment la rétro, notamment les stand-up, qui va aider le BA, le PO dans la définition de la vision produit et du backlog à venir. C'est quelqu'un qui respecte, qui fait les tests techniques, parce que ce n'est pas systématique, qui respecte la charte de développement qui a été consentie, la sécurité, l'architecture, etc. Maintenant, la vraie question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi un bad développeur? Je suis sûr et certain qu'on a tous rencontré des bad développeurs, c'est normal. Un petit brainstorm rapidement, rappelez-vous tout ce qui ne marchait pas dans vos missions. Et voici ma petite liste de courses. C'est celui qui ne va pas tester son code. Oui, c'est un très bon développeur, il est expérimenté, il est monsieur je ne sais qui a fait des meetups partout dans le monde. Il est tellement confiant qu'il ne va pas tester son code, et je parle bien des tests unitaires et non pas fonctionnels. C'est celui qui ne va pas mettre à jour le Kanban et l'outil de suivi des tâches. Il est tellement pris par son travail, qu'il adore d'ailleurs, que finalement, il va se casser à 18h ou 19h, il va oublier de mettre à jour le Kanban, le management visuel. Le lendemain, il ne revient pas pour X raisons. On ne sait pas ce qui s'est passé. On va demander à un autre développeur de reprendre sa partie. Le temps de comprendre ce qu'il a fait, on a déjà perdu du temps. Ce n'est pas optimal. Il ne va pas documenter son travail. Alors, sans aller jusqu'à parler du DDD, qui est une très bonne méthode, à mon avis, au moins, il faut que ce soit bien documenté, avec des commentaires, etc., etc. Il n'écrit pas, il écrit de grandes fonctions. Alors, tout ce qui est petit et mignon, ça, on le dit dans la vie courante, mais c'est aussi bien dans la vie. Alors, tout ce qui est unitaire et mignon, donc c'est bien d'avoir des fonctions qui sont unitaires et donc qui sont facilement testables, facilement maintenables, etc. C'est quelqu'un qui travaille en silo. Ça, on le voit très bien. D'ailleurs, un des rôles des Scrum Masters, coach agile, il arrive, il regarde l'open space. Si on a des silos, l'équipe développeur, l'équipe QA, l'équipe je ne sais quoi, ils sont ailleurs, il est censé tout détruire et remettre tout le monde autour de la table physiquement. Mais d'une manière un peu plus profonde, il faut essayer de mettre une philosophie, un projet commun et des gens qui communiquent, qui travaillent ensemble sans silo. C'est quelqu'un qui prend mal les anomalies QA. On sait très bien que c'est très fréquent. Il y a une certaine adversité entre les développeurs et les QA, donc il faut faire le nécessaire pour que ça n'existe pas. Il faut aussi comprendre ce qui se passe. Peut-être un vie ma vie, peut-être une empathie, on en a parlé tout à l'heure, c'était je crois l'atelier de Maëlys, donc un atelier empathie mapping. Il faut trouver le moyen pour qu'il soit complémentaire, mais aussi pour que l'anomalie ne soit pas la fin du monde. C'est aussi tout le travail d'une équipe. Il renonce aux mesures de sécurité. Ça arrive parce que trop de sécurité pour lui, dans tous les cas, il ne comprend pas ce que l'équipe sécurité nous impose. Il nous censure alors que c'est juste ils font leur boulot. Il ne fait pas de peer review sur son code. C'est toujours la même histoire. C'est l'ego. Il est tellement confiant qu'il pense qu'il n'a pas besoin de la peer review. Par peer review, je parle de la peer review avec un autre développeur, mais aussi avec le testeur ou bien avec le QA avant de committer ce qu'il a développé sur l'environnement de test. Il estime mal les tâches. Alors, soit il va surestimer pour garder un peu de temps, mais il faut aussi creuser derrière pour comprendre pourquoi on surestime. Peut-être que c'est une posture de protection parce que on va les blâmer si jamais ils font pas le 100%, ou bien il va sous-estimer. Il va sous-estimer parce qu'il est très optimiste. Alors tant mieux en général parce qu'on est très motivé, mais ça reste toujours contre-productif parce que finalement, en sous-estimant, on va rater notre vélocité. Ce qu'on demande aux développeurs, c'est pas de faire du 300%, ni de faire du 20%, c'est juste de faire 80% sur 100%. Et peut-être 100% si c'est la Dream Team, mais ça c'est un rêve. Il refuse la participation des QA dans cette estimation. Et oui, moi j'ai eu plusieurs fois et c'est pas exceptionnel. Les développeurs qui mettent leur veto, et là ça dépend si on est dans une structure où le développeur est roi, et ça c'est très mauvais d'avoir un développeur roi. L'agilité donne aux développeurs un rôle qui est très important, mais c'est toujours la même chose, on veut juste le milieu. Tu es très important, mais tu n'es pas le roi. Et donc, j'ai vu dans des structures, les développeurs qui ont mis leur veto, le testeur ne va pas estimer, de toute façon, il ne comprend rien à notre dev. C'est tout un débat, mais on a besoin que le testeur puisse estimer avec le développeur. Mais je sais que ça, c'est tout un débat. Il n'est pas pour le BDD, TDD, DDD, il n'est pas pour l'apprentissage continu.
Alors, un développeur qui n'apprend pas, c'est un développeur très rapidement qui sera dépassé. Et s'il est dépassé, c'est qu'on n'aura pas les bonnes propositions pour améliorer notre stack technique. Si on n'améliore pas, c'est qu'on sera dépassé. En général, ça coûte de l'argent. Et quand ça commence à coûter de l'argent parce que le projet n'est pas à jour, c'est qu'il va falloir tout refaire et peut-être virer tout le monde. C'est quelqu'un qui n'assiste pas activement aux cérémonies agiles, notamment les stand-up. En général, ce n'est pas les développeurs, c'est les développeurs trop seniors, je dis bien trop seniors, qui ont toujours, c'est toujours la même histoire, c'est ego. Et donc, c'est là aussi où il y a le rôle du coach agile et du Scrum Master pour faire le nécessaire pour que les gens soient un peu plus humbles au niveau du projet. Et là, je vous donne la main. Allez-y, je veux des propositions. Et là, je vois qu'il y a eu déjà des propositions. Donc, je vais lire très rapidement. Qui répète la phrase « tester, c'est douter ». Et oui, ne maîtrise pas la stack. Et oui, qui n'est pas transparent avec les autres développeurs. Oui, ça arrive. Et là, il faut se poser la question sur l'ambiance. Qui n'est pas investi, reste dans son coin avec son code, pas de mise à jour des tâches. Bah, vraiment, dans l'agilité, un développeur agile, pour moi, c'est un super développeur. Donc, il ne peut pas être le mec qui est le geek, qui est dans le coin, qui parle à personne. Il a besoin de communiquer. Sinon, on doit l'accompagner pour l'aider à communiquer. D'autant plus qu'il va même présenter la sprint review. Et donc, il a vraiment intérêt à trouver une solution. Il refuse la propriété collective du code sniff. Et oui, ça a créé un problème, un vrai problème sur un projet. Il a refusé ça. Bon, il s'est fait éjecter. J'ai envie de dire tant pis pour tout le monde. Il ne respecte pas la DOD. Effectivement, il a une posture d'exécutant. C'est pas ce qu'on cherche. Je parlais du tech lead qui croit qu'il n'a pas son mot à dire sur les items backlog. Parfois, il faut batailler pour ça. Merci, c'est très intéressant. Je vais noter ça dans mon petit reporting et j'avance, mais continuez. On parlait du good dev, logiquement qui va suivre après le dev. Eh ben, c'est le tech lead. Et vous allez remarquer que j'ai barré le tech lead parce que pour moi, le tech lead n'a pas de place dans un projet agile. Les développeurs se valent. On n'a que des développeurs, bien sûr des seniors qui ont cette expérience, qui vont communiquer à tout le monde. Maintenant, dans la réalité du terrain, c'est très bien qu'il y ait toujours un tech lead. Il y a toujours un tech lead parce que, en général, c'est même pas un vrai tech lead, c'est même pas quelqu'un qui est très expérimenté, c'est juste que c'est l'interne qui a la confiance du management. Et je remets pas ça en question. C'est normal d'avoir un interne, c'est normal d'avoir quelqu'un qui a la confiance du management qui va suivre le projet. C'est aussi celui qui va détenir tous les accès à toutes les instances qui sont un peu confidentielles. Et du coup, forcément, puisqu'il est le plus ancien, il a un rôle stratégique, on va le nommer tech lead. Parce que surtout s'il est interne, s'il est ancien, il ne peut pas rester développeur avec le mec qui a 2 ans d'expérience. En fait, c'est juste pour dire qu'il y a un contexte qui fait, même si en agilité, on n'a pas de tech lead, la réalité client, la réalité DSI fait qu'on a un tech lead. Donc, à un moment donné, il faut faire avec, il faut l'accepter, il faut trouver le moyen de l'accompagner plutôt que de l'exclure. Personnellement, ça m'est arrivé une expérience personnelle d'essayer au début, c'était by the book, c'est pas d'exclure, mais j'ai sorti, je venais d'arriver sur un projet. Ah oui, mais de toute façon, il n'y a pas de tech lead. Sauf que le monsieur, il était l'ancien chef de projet. Et donc, c'était genre, moi, chef de projet, je suis contre cette transformation, contre le coach agile. Et le directeur de projet, qui était le sponsor de la transformation, m'a fait comprendre très clairement, trouve une solution avec lui, parce qu'on ne peut pas aller plus loin s'il est contre, parce qu'il a un certain poids. Par la suite, j'ai compris, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un que je respecte, mais sur le coup, il était obligé de jouer la défensive, et sur le coup, j'étais obligé de négocier avec lui, et il a été tech lead, il a eu les avantages, parce qu'en contrepartie, il m'a permis d'avancer sur ma transformation autrement, parce que de toute façon, on ne fait pas du by the book. Le good tech lead, donc c'est le leader des développeurs, il est très bon techniquement, il a le niveau, il les aide à grandir, c'est celui qui protège l'équipe, c'est celui qui va aider le PO, le BA dans tous les ateliers, on avance de phase pour la vision, pour le backlog, etc. Maintenant, tout ça, on oublie, on laisse de côté, ce n'est pas notre sujet. La question, c'est quoi un bad tech lead? Et vous avez 10 secondes pour réfléchir. Et je sais qu'il y a eu déjà des messages. Et du coup, je vous donne ma liste, parce que là, je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est celui qui est assis sur un trône informatique. En gros, moi, je suis le tech lead, je suis le chef de l'équipe, je fais ce que je veux et vous êtes là pour exécuter. C'est celui qui va se cacher derrière les métriques. Donc, c'est un peu toujours la même chose. Il a son board qui a été préparé par le Scrum Master qui maîtrise très bien Jira. Donc, il voit chaque développeur, il a produit combien de points de complexité hier, ce qui n'est pas une bonne chose, on est d'accord, mais
Ça existe malheureusement. Et il est là pour dire, toi, tu as bien fait, toi, tu n'as pas bien fait. Si tu n'as pas bien fait, il y aura une petite punition mise à pied par la suite. C'est un tech lead pool. Donc, c'est quelqu'un qui est protecteur, mais qui est un peu trop protecteur. Et finalement, il ne donne pas de la visibilité sur ce que fait son équipe, pas de visibilité pour le PM, pour le PO, pour le Scrum Master. C'est pas du tout ce qu'on veut, c'est contre-productif. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que c'est son modèle qui sera remis en question. On ne fera plus confiance à lui et à son équipe. Et là où il voulait exceller, il a tout perdu. Le tech lead qui est en conflit permanent entre le PO, Scrum Master, QA, alors c'est bien d'avoir un ego, c'est bien d'avoir un avis, c'est bien de dire non. Mais quand on est en conflit permanent, et en général, c'est le PO, c'est le Scrum Master, c'est le QA qui sont en contact avec lui, il y a un problème. Et là encore, un atelier d'approfondissement, d'investigation de la part du Scrum Master Coach Agile s'impose. Il aime dire non. Alors là, c'est le stéréotype du tech lead, du développeur qui est ancien, qui maîtrise tout. Et en général, on n'a pas les specs, on n'a pas les stories, on n'a pas l'historique qu'on est obligé de faire avec lui. Il le sait. Donc, c'est monsieur sachant tout. Et il aime dire non pour faire trimballer tout le monde, tout simplement. C'est l'une des situations les plus délicates pour un coach agile et pour un Scrum Master. Un bon Scrum Master, un bon coach agile n'hésitera pas à rentrer en confrontation. Je dis confrontation, c'est pas pour dire ça va être la petite guerre, mais c'est pour dire qu'il va prendre le problème comme un problème au moment où les PO, les PM vont essayer de l'ignorer. Il va prendre le point et va essayer de trouver la solution, de régler ce point, parce que c'est l'un des pires impediments qu'il va avoir pour la suite. Il est contre toute amélioration de process par défaut. C'est toujours l'histoire il ne veut pas sortir de sa zone de confort et il pense que son équipe, c'est la Dream Team. De toute façon, il n'a rien à apprendre. Il ne fait que les tâches high level. Et en gros, les développeurs, ils sont là pour faire les petites besognes, les copier-coller, les petits tests. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre l'équipe, sa motivation. On n'aura plus une équipe qui contribue, on aura une équipe qui exécute. Et ce qui se passe dans ce genre de situation, si on a de bons développeurs, ils vont partir. On sait très bien comment ça se passe. On connaît très bien notre marché. Les meilleurs ont toujours des opportunités. On va perdre nos meilleurs. On va garder les pires. Les pires, je m'excuse, il y a des développeurs avec nous. Mais les moins expérimentés, on va dire, et c'est pas comme ça qu'on va s'améliorer sur la stack technique, s'améliorer sur la productivité. Ils ne délèguent pas. Donc, tout ce qui est, c'est un peu le high level, tout ce qui est je valide les commits, tout ce qui est je valide le code, c'est monsieur tech lead. S'il n'est pas là, on s'arrête. Et même quand il est là, les gens ils sont démotivés parce qu'ils voient que c'est monsieur tout savoir et eux, ils ne servent à rien finalement. En général, 2-3 sprints, on aura les premiers développeurs qui vont partir ou bien qui vont craquer. Et c'est là où, encore une fois, c'est le rôle du coach agile du Scrum Master, d'avoir un iconico, qui est le mood board, d'avoir des sondages, de trouver le moyen pour anticiper les dépressions et les départs en soyant en contact direct avec son équipe. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on lui en parle. Il ne montre pas l'exemple. Donc, lead by the example, on peut oublier. Il manque d'empathie. Donc, en gros, c'est le contremaître. Si le développeur qui vient de nous rejoindre, ça fait 2 semaines, il commet une erreur, mais gravissime, mais bon, voilà, on peut l'accepter, il vient d'arriver, il va juste le faire descendre. Là, on va trouver, là, c'est le rôle aussi du Scrum Master de rééquilibrer, clairement. Il n'automatise pas les tâches quotidiennes. C'est un tout petit peu, soit il n'a pas envie, soit il ne maîtrise pas, soit il veut rester monsieur incontournable. Il ne teste pas le code, c'est l'ego. Il surestime l'estimation des tâches. En général, c'est pour protéger l'équipe. Ça rejoint le point de tech lead pool. Et pas d'apprentissage continu dans son équipe. Moi, une fois, ça m'est arrivé, il y avait un tech lead qui m'a dit on ne va pas faire des dojos parce que le dojo, c'est un moyen de former les externes. Et finalement, si on forme les externes, on est en train de les payer de perdre 1 heure de vélocité. Quand il me l'a dit, j'ai dû prendre, je crois, quelques minutes, voire une dizaine de minutes, et une bonne gorgée, voire une bouteille d'eau, bon, j'exagère bien sûr, pour un peu avaler ce qu'il vient de dire, mais bon, voilà, ça existe des gens qui sont juste contre l'apprentissage. Il est seul à définir l'architecture et les choix stratégiques, c'est toujours pas de délégation, pas de confiance dans l'équipe. Le problème, c'est que s'il fait ça, on n'a pas l'engagement de l'équipe. Difficile de parler d'une vélocité par la suite. C'est un mauvais communicant, parce que c'est pas parce qu'il a été un développeur, et peut-être ce geek qui est très bon, mais qui communique pas bien, que maintenant qu'il est tech lead, qu'il peut se permettre de rester un mauvais communicant. Il y a un rôle que souvent on oublie, c'est le développeur senior, ou un développeur référent. S'il est un très bon développeur, si c'est un sachant, mettez-le développeur senior, mais qui ne peut pas être un tech lead, parce que dans tech lead, il y a leadership, dans leadership, il y a communication, entre autres. Et la meilleure pour finir, ici, on ne fait pas du dev, on ne fait pas de l'agilité. Enfin, pardon, ici, on fait du dev, on ne fait pas de l'agilité.
En gros, ça, c'est l'argument, le pseudo-argument du tech lead qui ne veut pas faire de l'agilité ou bien qui n'arrive pas à suivre le train. Et il va sortir ça pour mettre un peu de pression sur le PM, sur le PO, sur les managers du projet. C'est une forme de chantage. Soit vous acceptez de relancer à l'agilité, soit il n'y aura pas de développement. Alors là, ça dépendra de la posture et de la carrure du coach agile et du Scrum Master et comment ils vont gérer, mais c'est l'une des situations les plus compliquées. Je vous donne la main, 10 secondes pour compléter, s'il vous plaît. Et je vois qu'on a 11 messages. Vous allez faire beaucoup de boulot par la suite, mais je m'engage à faire ce boulot. Le tech lead interne, il est très français, malheureusement. Alors, effectivement, je pense, bon, il y a bien sûr de le management français, il y a de très belles choses. Les projets français sont peut-être les plus, selon certains sondages, ils sont les plus productifs, mais on a pas mal de choses à apprendre du monde anglo-saxon, c'est sûr. Il n'est pas exemplaire. Faites ce que je dis. Effectivement, on en retrouve. Il prend les devs de haut, oui. Il parle en premier, il influence, effectivement. Effectivement, surtout s'il a un pouvoir, le pouvoir de valider les CRA, de valider, c'est lui qui a recruté, et ben s'il dit c'est 5, ça va être 5. Et l'autre développeur, s'il dit 8, en général, ça veut dire qu'il ne veut pas travailler, ça peut aller très loin, ça peut faire très mal. Il est toujours sur le dos des devs, oui, c'est un petit chef qui les suit, il n'apaise pas l'esprit collectif, pas de soutien à son équipe, c'est la faute au dev. Alors, s'il le dit franchement, c'est quel leader, mais ça existe. De mon vécu, quand il est interne, il abuse de sa position au point de vouloir le mettre par terre. Bad leadership, effectivement. Il n'ajuste pas son niveau d'exigence à la seniorité de l'équipe de dev. Il manque d'empathie. On vote contre lui au conseil. Trop stratège, oui, mais encore faut-il avoir cette sécurité psychologique pour qu'on puisse vraiment voter contre lui. Et il faut qu'il y ait, parce que malheureusement, dans le DSI, il y a toujours un enjeu politique. On a beau essayer de dire le contraire, il y a toujours de la politique. Si c'est un ancien, si c'est quelqu'un d'indétrônable, d'irremplaçable, c'est ce qui va vraiment définir la stratégie du projet. Et c'est là encore, ça dépendra aussi de la position, de la posture du coach agile, du Scrum Master et de son sponsor. C'est très important. C'est ce qui va faire que éventuellement, on va un peu le recadrer, ou bien on va accepter, on va vivre avec. Alors, mes chers amis, on était sur le tech lead. La question qui va suivre dans la liste, la 10 notes, alors ça va être le DevOps. De toute façon, difficile de parler d'un projet agile qui se respecte si on n'a pas un DevOps. Je vais essayer d'être un peu bref parce qu'on est pris par le temps. Un DevOps, pour ceux qui ne connaissent pas, DevOps, il y a Dev et Ops. En gros, c'est un développeur qui est capable de faire des livraisons finales, voire il va faire la mise en prod, etc. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, on remarquait qu'il y avait une équipe de développeurs qui développait, une équipe d'ingénieurs qui mettait en prod. Et souvent, ça créait des silos, manque de communication, un des loupés, c'est pas très pratique, c'est pas très réactif. On s'est dit, on a besoin de quelqu'un qui fait tout. Donc, c'est un DevOps. Le good DevOps, je vous laisse chercher parce que malheureusement, on va devoir avancer très vite. Le bad DevOps, 10 secondes de réflexion. Allez-y, rappelez-vous de tous ces bad DevOps. Juste, on ne met pas les prénoms et les noms parce que ça va être mis sur YouTube par la suite. Et du coup, ma liste, c'est quelqu'un qui va implémenter du DevOps pour du DevOps. En général, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui provient d'une équipe DevOps qui a beaucoup de pouvoir dans la DSI parce qu'on veut innover. Il est là, il veut mettre en place le DevOps parce que sinon, il va devoir partir et ce n'est pas le but. Et donc, c'est là où c'est important qu'on puisse se remettre en question, prendre une ressource parce qu'on a besoin de la ressource et non pas le contraire. Il permet les silos organisationnels. J'étais en train d'expliquer ce qu'est un DevOps. Et bien justement, si on a le DevOps, c'est pour tuer, je dis bien tuer et détruire les silos. Si on va ramener un DevOps qui va nous créer un silo, ce n'est pas la peine. Mais sur le terrain, on en trouve. Pas de standardisation. C'est très important dans tout ce qui est DevOps, tout ce qui est mise en prod, etc., d'avoir des standards, d'avoir des process. Et c'est toute une stratégie d'en mettre. Il n'intègre pas l'agilité, il pense qu'il est à côté de l'agilité, il n'a pas besoin d'être présent dans les cérémonies, dans les standards. De toute façon, c'est très simple pour un Scrum Master, il est censé imposer tout le monde est là, point barre. Si une personne n'est pas là, bon, je simplifie un peu les choses, c'est pas comme ça que ça se passe, mais l'idée c'est ça, c'est que pas d'exception pour les cérémonies.
du moment qu'on fait partie de l'équipe Scrum élargie, parce que normalement, DevOps, c'est pas de by the book, mais on sait très bien qu'il fait partie de l'équipe. Il commence trop grand. En général, c'est quelqu'un qu'on vient de prendre, il est très expérimenté, il a vécu, peut-être il était à Amazon ou bien il était à Facebook, il arrive, il veut mettre en place le même système qui marche très bien. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que ce grand système, d'une part, peut-être on n'en a pas besoin, deuxièmement, ça nous coûtera trop cher et ça ne répond pas à nos besoins en plus, et puis, c'est toujours mieux de commencer, c'est toujours une construction qu'on est censé mettre en place. On commence petit, on s'améliore, d'une part parce que c'est ça le Scrum, d'autre part parce que ça nous permet de mieux nous adapter à la réalité du terrain et à changer plus rapidement. Il reproduit systématiquement la solution du voisin, c'est un peu la même chose. Il a vu que ça marchait à Amazon, il va nous reprendre la même solution. C'est bien Amazon pour un meetup, c'est pas forcément bien chez nous, mais ça pourrait l'être, il faut juste que ce soit pas systématique. Il ignore la sécurité. On en a parlé chez les développeurs, ils ne travaillent pas avec et pour l'entreprise, mais pour mettre en place un super projet DevOps, encore une fois, c'est pas le but. Ils se concentrent uniquement sur les outils et non pas sur l'humain, non pas sur le process. Ils craignent l'échec. Dans le DevOps, on commet des erreurs, il faut l'accepter. L'essentiel, c'est qu'on apprend de ces erreurs. Il faut failer, il faut accepter de failer et d'avancer. Il manque de confiance en lui. Alors, ça limite, c'est pas le sujet, ça c'est... On verra ça, il verra ça lui-même, mais surtout de confiance dans le développeur. C'est souvent ça ce qui se passe. Et donc, ce qui va se passer, c'est que chaque fois que le développeur fait une livraison, même s'il est sûr, même s'il a respecté, lui, il aura besoin de tout rechecker, mais de tout rechecker d'une manière tellement minutieuse que finalement, on est en train de perdre du temps. On est en train de créer un silo. On est en train surtout de perdre la confiance au sein de l'équipe. Et puis, c'est quelqu'un qui n'assiste pas activement aux cérémonies agiles et aux ateliers shift left parce que je dis shift left, mais c'est shift right, shift left, parce que c'est encore une fois, lui, il est le DevOps, il n'a pas besoin d'être présent dans ces ateliers, on en a parlé tout à l'heure, mais là, c'est vraiment pour insister sur les ateliers en amont du projet. Et là, je vous donne la main pour compléter notre petite liste. Alors, là, pour le moment, j'ai que des messages sur le tech lead. Le DevOps n'a pas suscité beaucoup de réactivité. C'est pas grave. Le tech lead, il a pris pour sa gueule, le pauvre. Mais j'aime bien les tech leads. De toute façon, on ne peut rien faire sans eux. J'ai besoin de le dire parce que tout ça est enregistré. Alors, on avance. Après le DevOps, qui va rentrer sur la scène? Eh bien, le Scrum Master. Eh oui, parce qu'on ne va pas l'épargner non plus. Donc, monsieur le Scrum Master, enfin, pardon, c'est le nouveau Scrum Team, c'est le QA. Donc, on reste dans la logique. Donc, c'est le QA. Le QA, c'est Quality Assurance Engineer, anciennement appelé testeur. Mais la différence que je mets entre un testeur et un QA, c'est qu'un testeur, il est là pour tester. Un QA, c'est le garant de la qualité. C'est quoi un good QA? Alors, c'est celui qui va... c'est le garant du système. Donc, le garant, il va faire les tests, mais aussi les garants de la qualité avant le passage en mise en prod. Et ça englobe toute la notion du garant du système. C'est celui qui va bien rédiger ses tests, qui va bien faire des tests automatiques, c'est très important, qui va faire des tests in sprint, qui va définir la stratégie de mise en prod, des tests d'acceptance, etc. C'est un profil qui est très complet. Maintenant, la question qui nous intéresse vraiment, c'est quoi un bad QA? Et je vous donne 10 secondes pour vous remettre dans le mood et vous rappeler de tous les fantômes de QA que vous n'avez pas aimés. Alors, du coup, je vous balance ma petite liste. C'est celui qui va tester les choses qu'il ne comprend pas. Ça existe. En général, c'est un QA qui manque de confiance en soi. Et en général aussi, c'est parce qu'on l'a fait douter de ses compétences. En général, c'est quelqu'un qu'on n'a pas bien formé. C'est pas forcément de sa faute. Sa faute, c'est que il n'a pas su sortir de ce petit piège et s'émanciper. Il teste uniquement ce que la story lui dit de tester. C'est très bien de tester la story. Ça fait un test fonctionnel in sprint. Maintenant, c'est aussi le garde-fou de l'équipe. Donc, si le BA, si le PO, ils ont oublié un cas de gestion,
c'est à lui de le leur rappeler. On attend ça de sa part. Il suppose qu'un comportement étrange est un comportement correct. Juste parce que c'est étrange, en gros, c'est une forme de paresse. Il va se dire, OK, on va l'accepter. En général, c'est parce qu'il est malmené par le BA, par le PO, par l'équipe. On ne lui fait pas confiance. On ne le met pas en avant assez. Et donc, il préfère un peu une position, une posture d'autruche. Donc là, c'est la responsabilité de toute l'équipe, mais aussi sa responsabilité. Il accepte la pression des développeurs pour valider. Vous savez, c'est la dualité développeur. Lui, il a développé, il a juste envie que ce soit validé. Donc, si c'est un développeur qui n'est pas très agile, il peut mettre un coup de pression, il le fera. Il accepte la pression du PO pour livrer, parce que le PO, il faut que ce soit livré. On finit le sprint jeudi, on est mercredi après-midi, il nous reste encore 3 stories. Il veut juste que le QA dise OK pour qu'on passe à autre chose, mais le QA doit être capable de dire non. Ou alors, il dit OK, faites un go, mais j'ai des remarques. Donc, à vous d'assumer la responsabilité. Et c'est bien pour toute l'équipe. Le coach agile, le Scrum Master vont le protéger. Il est peu pédagogue envers les devs et les PO, notamment quand il trouve un problème. Le dev, il ne faut pas oublier malgré tout que c'est lui qui est développé. Donc, il faut trouver le moyen pour respecter sa sensibilité. Le PO aussi, parce que le PO, comme j'ai dit, il veut juste livrer. Quand on vient pour lui dire, oui, désolé, on ne va pas livrer, il n'y a rien à démontrer, donc il n'y aura pas de sprint review, on va l'envoyer au bûcher avec le sponsor. Il faut peut-être trouver les mots. Il est déjà sous pression, il ne faut pas lui rajouter. Il automatise les tests pour faire l'automatisation. C'est un effet pervers. On automatise quand on en a besoin. La stratégie de test automatique, c'est toute une histoire, tout un monde. Il ne sait pas automatiser les tests. Ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, un QA qui ne fait pas les tests manuels et les tests automatiques, c'est un QA qui est très limité. Donc, il faut le former, il faut trouver moyen. Il ne rédige pas les cas de test. C'est très important de laisser pour la suite des cas de tests qui sont bien rédigés. Demain, il n'est pas là. Si quelqu'un le remplace, eh ben, il faut qu'il y ait les tests. Il ne rédige pas le cas non passant et les cas limites. Ça, c'est un autre problème. Un QA, il est là pour les cas non passants. C'est un fait. Pour les cas limites. Parce que les cas passants, limite, le BA, le PO, le développeur, ils peuvent le faire si le QA n'est pas là. La valeur ajoutée du QA, c'est que justement, il voit ce que personne ne voit. On attend ça de sa part. Création de tests compliqués. Les tests devraient être unitaires, d'une part, mais d'autre part, ils sont le plus faciles possible. Après, ça dépend du contexte. S'il est dans le trading, s'il est dans la santé, dans la pharmaceutique, parfois c'est compliqué, mais la règle, il faut que ce soit simple. Il ne couvre pas les critères d'acceptance. Il a des critères d'acceptance. Le minimum, c'est de les couvrir. D'ailleurs, ça fait partie des critères de Dan, normalement. Il ne participe pas à l'estimation des tâches, soit par paresse, soit parce qu'on l'empêche de le faire. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'on intervienne très rapidement. Il est contre le BDD-TDD. Alors, en général, moi, ça m'étonne parce que normalement, les QA aiment ça. Ça leur fait un peu plus de travail, mais ça leur permet d'avoir un avis en amont. Ils n'assistent pas activement aux cérémonies agiles et aux ateliers Shift Left et Shift Right. Eh bien, c'est juste un QA qui n'est pas agile. Et du coup, je vous donne la main aux propositions. Donc, là, je suis en train de lire un bad QA et dans le jugement, il n'est pas factuel. Eh bien, il aura beaucoup de problèmes, lui. Il manque d'organisation, de stratégie, choix de type et niveau de test, effectivement, parce que d'ailleurs, en général, on n'a plus de QA manager, on a juste un bon QA et on est prêt à payer très cher pour avoir un bon QA. Et du coup, on s'attend aussi qu'à ce qu'il puisse mettre en place une bonne stratégie de test, ce qui veut dire les tests, les niveaux de test, les tests d'acceptance, les smoke tests, les tests de prod, etc., les tests de flux. Il fait de la surqualité, c'est un effet pervers, effectivement. Moi, j'étais un QA, pour information, je préfère vous le dire, comme ça vous comprenez aussi mes positions. J'étais un QA et j'ai ma qualité, je suis très convaincu. Maintenant, effectivement, quand on fait bien son travail, je ne parle pas de moi, je parle du bon QA, c'est très important de ne pas tomber dans la surqualité parce qu'on a souvent une contrainte de temps et de budget. Donc, il faut savoir faire la part des choses. OK, merci à vous. On avance. Qui va nous rejoindre? C'est monsieur le PM, le Product Manager. Alors, déjà, c'est un rôle qui n'est pas du tout facile parce qu'il y a toute une histoire. Est-ce que le PM devrait exister ou pas? Et vous connaissez tous le dilemme PM-PO. C'est toute une histoire. On ne va pas y rentrer. On va partir du principe, dans les DSI, dans la réalité du terrain, nous avons malheureusement un PM. Il va falloir faire avec. Maintenant, la question de ce qu'on doit faire avec, c'est quoi un good PM? Alors, je vous dirais, c'est celui qui va mettre en place, qui va aider d'une manière ou d'une autre à protéger l'équipe, parce que lui, il a des interlocuteurs qui sont très en amont.
Et donc, lui, c'est la roadmap. Ah, encore une fois, ça dépend du rôle du PM, parce que même dans le rôle, ça dépend sur les différentes structures. Il y a le PM qui est l'ancien chef de projet. On ne sait pas ce qu'on va en faire. On l'a mis PM. Il s'occupe de tout ce qui est support, tout ce qui est recrutement, ceci, cela, budget, etc. Il y a le PM qui est très axé sur la roadmap. Il y aura le PM qui est juste un peu l'ancien directeur de projet. Ça dépend. D'une manière générale, il est censé nous donner le temps et protéger l'équipe et protéger ce qui sera rendu par la suite. J'avance très vite. Maintenant, la vraie question, c'est quoi un bad PM? Et n'ayez pas peur de vos PM. Là, on est juste pour discuter. Brainstorm, quelques secondes. Et je vous présente ma petite liste de courses. Alors, il pense être le client de l'équipe. Et ça, c'est très grave parce que s'il commence à penser qu'il est le client, qu'il a la main en plus sur la roadmap, ça veut dire on rate à la fin du projet, enfin à la fin du sprint, encore heureux, la fin du sprint, la release ou le sprint, il sera là, c'est tonton flingueur, il va tuer tout le monde. C'est pas son rôle. Le problème, c'est qu'il va essayer de tuer tout le monde s'il a ce mindset. Et il a les moyens de tuer tout le monde. C'est-à-dire, on donne les armes entre les mains de quelqu'un qui est très puissant, qui n'est pas agile. C'est fini pour le projet dès le début. Il construit la roadmap seul. La vision lui appartient. Justement, normalement, on a un PO. Alors, en général, on met une des différences sur les périmètres PM-PO. Je dis bien une des différences parce que c'est le cas par cas, c'est que le PM, c'est le long terme. Le PO, c'est les 3 mois à venir. N'empêche que même si on part sur ça, le PO devrait d'une manière ou d'une autre, en tout cas j'espère, et s'il a le temps, être partie prenante dans les discussions au niveau des ateliers roadmap PM. Il entretient le conflit IT business parce que dans la plupart des cas, nous avons un PM. Alors vous allez remarquer, je suis très franc dans cette présentation et on va se le permettre. C'est sécurité psychologique totale. On est entre nous. Donc c'est pour ça aussi, lâchez-vous sur les commentaires et sur le chat, il n'y a aucun souci. Je suis le premier à me permettre. Donc, pas de gants. Allons-y, c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Il entretient le conflit IT business parce qu'en général, le PM, il provient de l'IT, le PO, il provient du business. Et d'emblée, dans les grandes structures, on a 2 environnements, 2 esprits qui s'entretuent, c'est l'IT et le business. Une fois qu'il est sur un projet agile, c'est important qu'il comprenne qu'il est là pour travailler avec l'équipe et que si nous avons des problèmes entre les 2 départements, c'est pas le moment et c'est pas le lieu pour régler les comptes. Et souvent, c'est quand ils sont avec le PO. Il utilise son autorité naturelle pour arriver à son point. Donc, j'en parlais, il a une autorité naturelle parce qu'en général, le PM, il a son mot à dire, il travaille avec le big management. C'est malheureux de dire ça normalement. Il ne faut pas qu'on parle de big management, mais dans la réalité, nous avons ça. Donc, au moins, en tant que Scrum Master et coach agile, si j'ai un PM qui a cette carrure, qui a ce poids, il faut trouver le moyen pour que ce soit dans le bon sens et qu'il n'utilise pas ce pouvoir, cette autorité d'une manière contre-productive. Il est chef de projet en chef. Justement, en fait, ce n'est pas un chef de projet, sauf que là, c'est pire. Parce que vu sa position, il va être le chef en projet en chef. C'est le directeur projet, c'est le super chef. Donc, on peut imaginer les dégâts que ça peut apporter s'il a ce mindset. Il est en conflit permanent avec le PO et le Scrum Master. Si on a ça, si c'est permanent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas savoir dire non au monde extérieur, mais imposer à la team les conséquences. Un PM qui ne sait pas dire non, qui a la main sur la roadmap, en général, ce qui va se passer, il va dire oui au sponsor. En général, c'est des directeurs de département. Il vient imposer cette vision à l'équipe. L'équipe n'arrive pas à réaliser cette vision. Le PO, les Scrum Masters sont en conflit avec lui. L'équipe perd le moral et toute la pression sera cristallisée sur l'équipe, juste parce qu'il n'a pas pu dire non. Il fait tout ce que son PDG, ses clients, son équipe et sa mère demandent. Alors, effectivement, il faut qu'il soit capable de dire non au sponsor, au big management, mais en même temps, on veut un PM qui a une personnalité qui est assez forte pour savoir dire non aussi au PO, au Scrum Master et à l'équipe. C'est l'interlocuteur, c'est un des points d'entrée. C'est un point d'entrée très en amont. Donc, il faut qu'il soit un point d'entrée et un point de sortie. Il faut qu'il joue son rôle d'équilibriste. Et là, je vous donne la main pour vos commentaires, s'il vous plaît. Donc, on a un premier commentaire. La vision du product owner est micro. Là,
ou celle du Product Manager et macro, effectivement, c'est l'une des définitions de différence de périmètre parce que parfois ça peut faire, j'étais sur des projets, ça fait très mal, cette mécompréhension entre le rôle de PM et de PO. Il a fallu faire le nécessaire. Un bad PM, en effet, il lui arrive de mettre la pression, pas toujours assertif, effectivement, dans un contexte safe, interfère avec le PO et vice-versa, effectivement. Il produit des US au lieu de features. Et bien lui, il est très motivé. Il adopte une logique de phasage projet dans sa découpe de features. Effectivement, là, je vous parle de safe, mais d'un point de vue Scrum Team. Mais quand on monte un peu plus, niveau programme, et j'en parlerai, on a des problèmes de ce genre-là. Et là, ça peut faire très mal, ça peut aller très vite. Alors, j'avance. Le sponsor. Normalement, il ne faut pas du tout partie de l'équipe Scrum. Encore moins dans Safe, mais j'en parle parce que c'est important d'en parler, parce que là, on a dit on reste au niveau basique de Safe, mais c'est aussi une manière de parler des projets agilité simple, où il n'y a pas Safe, mais il y a forcément un sponsor. Alors, un good sponsor, c'est partie prenante du projet tout simplement, c'est quelqu'un qui est compréhensif, qui exprime très bien le besoin, qui donne le cap au PO et au PM sur la roadmap, et qui fait confiance aux gens, et qui sait aussi faire preuve d'empathie quand il le faut. Maintenant, un bad sponsor, et je vous laisse un peu vous rappeler de tous les sponsors, 10 secondes. Alors, du coup, je vous donne le bad sponsor, c'est Dieu. En fait, il y a des sponsors, ils pensent que parce que c'est eux qui financent, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Alors, ça, c'est l'une des situations les plus délicates pour un coach agile, pour un Scrum Master, surtout quand il arrive, parce que c'est très difficile d'expliquer à celui qui met l'argent que, bon, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, parce qu'il est capable d'une manière ou d'une autre, s'il n'est pas agi dans son esprit, de couper les vivres et derrière, couper le projet. Et en général, avant de couper les vivres, c'est le Scrum Master qui va partir. Donc, c'est important, c'est l'un des challenges les plus difficiles, les plus importants. Il faut trouver le moyen de gérer ça. La posture client-fournisseur, donc c'est un peu la même chose. Je suis le sponsor, je donne de l'argent, je veux ça à la fin. Et si j'ai pas ça, eh bien, c'est que des têtes seront coupées. Sprint Review tourne à une séance de lynchage public, tonton flingueur. Qui parmi nous n'a pas assisté à des Sprint Review où le sponsor, il était là parce qu'on n'a pas réalisé sa fonction. Il se permet de rentrer, mais direct dans les développeurs, dans le PO, peut-être s'il respecte un peu le fonctionnaire, en général, c'est le PO, le Scrum Master qui vont intervenir pour protéger, mais qui se permet d'avoir des réflexions qui sont très négatives à l'égard de l'équipe, alors que si on a des réflexions négatives, il a le droit, il faut en parler un peu plus tard, mais pas devant l'équipe. Il impose sa vision business et technique, donc c'est pas son rôle, on est d'accord, c'est le sponsor et en général, en plus, c'est du business. Donc, c'est à l'équipe de proposer, d'assumer. Ils changent d'avis chaque sprint. Alors, on est en agile, c'est bien, mais là, ça fait partie des légendes. C'est qu'on est en agile, on peut se permettre de changer la vision. Oui, on peut se permettre, mais pas tout le temps et pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait un fil conducteur, sinon les gens, ils vont perdre leur engagement. Ils changent le contenu du sprint in sprint en utilisant justement son poids. Et c'est là, c'est important d'avoir un PO qui peut dire non. Quand je dis PO, derrière, c'est le PM et le Scrum Master aussi. Il intervient dans le staffing, et ça rejoint client, fournisseur et Dieu, c'est-à-dire parce qu'il a un Scrum Master et un PO qui font bien leur travail et qui disent non pour protéger l'équipe, peut-être il va les faire sortir du projet. Alors, quand on a ça, il faut se poser la question sur la bonne gouvernance, parce qu'on préfère avoir quelqu'un qui nous dit non, mais qui gère bien, plutôt que quelqu'un qui dit oui, et après, on rentre dans le mur. Malheureusement, ça existe. Il peut éjecter le Scrum Master, le PO, le PM. Ça rejoint ce que je viens de dire. Mais en gros, c'est pour dire une bonne structure, c'est là où le sponsor, il va sponsoriser, c'est-à-dire l'argent, il va expliquer son besoin, mais il n'aura aucune autorité de vie ou de mort sur le staffing. Si vous n'avez pas ça, il faut se poser des questions. Il faut qu'il y ait un son d'alarme. Et je vous donne la main, 10 secondes, parce qu'on est un peu en retard. Et je vois qu'on a 11 messages. Donc, bad sponsor, il est indifférent. Qui est absent du projet, bah effectivement, parce qu'en général, s'il est absent du projet, c'est qu'il va revenir un jour. Et quand il va revenir, ça va faire très mal. Un sponsor sourd, par abus de position, sollicite directement les dev teams. Oui. Et déjà, ça frustre le PO et les Scrum Masters parce qu'ils ne sont pas respectés. Alors, et du coup, on avance. Et là, c'est le Scrum Master.
parce que forcément, il faut qu'on parle du Scrum Master. Je vais essayer d'être très rapide. Et on va aller directement à ce que n'est pas un Scrum Master. Et ma liste, et je vous invite à envoyer vos chats en parallèle, il exerce un command and control, alors que lui, théoriquement, c'est la leadership, la manière la plus belle au monde. Il se concentre davantage sur les KPI, les burn-up, les backlogs, que sur les personnes qui composent l'équipe. Les burn-up et KPI, c'est bien, mais bien sûr, c'est l'humain qui compte. Il ne protège pas l'équipe. À quoi il sert dans ce cas-là? C'est un chef de projet. Et bien justement, c'est pas un chef de projet. C'est un booster d'énergie. Être un simple facilitateur des cérémonies Scrum, ben justement non, parce qu'un Scrum Master qui ne fait que faciliter, très rapidement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de lui. Lui, il facilite, il coach, il protège l'équipe. Et surtout, un rôle que souvent on oublie, c'est quelqu'un qui va optimiser nos process. Et derrière ça, il y a tout un savoir. Un Scrum Master qui optimise mes process de testing, de développement, à minima, il a besoin d'être, j'ai pas envie de dire un coach QA, un coach craftsman, mais au moins il a vécu ça. Il connaît les best practices et il peut évangéliser et accompagner l'équipe pour mettre en place les bonnes practices. Sinon, un simple facilitateur, on ramène quelqu'un, un stagiaire, il peut le faire avec tout le respect aux stagiaires. Un tech lead, un QA manager, un super PO, non, c'est pas son rôle, il n'est pas censé faire ce travail, encore moins interférer, il est là pour booster, encore une fois. Trop leader les cérémonies, non, parce que justement, c'est très bien de laisser dans une rétro l'équipe s'organiser. Le Scrum Master, il est là en backup, bien sûr, il va proposer un nouveau format, mais c'est un observateur. Il laisse le PO leader sa sprint review, mais il observe. Quand il y a un problème, il intervient implicitement, explicitement, mais il va intervenir plus tard. Il observe les différentes dynamiques d'équipe et il prend les décisions par la suite. Micromanagement, c'est pas un chef de projet. Intervient donc, avec tout le respect au chef de projet, parce que là non plus, c'est pas du micromanagement, il intervient dans les solutions techniques et métiers, c'est très grave, c'est de la perversion de la méthode. Il exécute et représente la vision du top management. Eh ben non, c'est toujours non, parce que c'est pas un chef de projet, il n'est pas là pour être le porte-parole du top management. En fait, pour moi en tout cas, c'est le porte-parole du top management et c'est aussi le porte-parole de l'équipe. C'est bien que le top management, c'est très important qu'il soit content de l'équipe. Si on n'a pas ça, on perd la confiance, on perd le budget, on perd l'équipe, on perd le projet. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui représente aussi l'équipe auprès du top management, sans être le syndicaliste en chef, bien entendu, parce que c'est grâce à ça qu'il aura l'oreille de son équipe, l'écoute et la confiance de son équipe, et que quand il demande à son équipe de s'améliorer, elle va s'améliorer. C'est un juste milieu qu'il faut trouver, c'est très important. Et il n'est pas le garant du produit ou bien de la production. Et là, en général, c'est le sponsor qui pense que j'ai un Scrum Master, ça ne produit pas, je lui tire dessus. Le Scrum Master, encore une fois, c'est un booster. Après, si on ne produit pas bien, il faut creuser. Et dans tous les cas, ce n'est pas lui le responsable. Le problème, si on le considère comme étant le responsable, ben lui, il va tellement s'impliquer dans le résultat que finalement, il va exercer la pression sur l'équipe. Et là, on perd toute la théorie du Scrum Mastering et de l'agilité. À vous, je vous laisse rajouter, mais comme on n'a plus de temps, je vous laisse rajouter en parallèle, je reviendrai dessus après. Et j'avance sur le good coach pour finir. Alors, le coach agile, un bon coach agile, on sait tous ce que c'est. Maintenant, le bad coach agile, parce que ça existe, comme tout, c'est celui qui est hautement normatif. En gros, moi, je suis coach agile, je sais tout, j'ai l'oreille du DSI, je vous mets des normes, si vous ne les respectez pas, vous êtes à côté de la transformation et on va vous mettre au placard. C'est quelqu'un qui coach by the book. Le book, c'est très bien, mais si on n'avait besoin que du book, ce qui se passerait, on allait automatiser ça, on a tout automatisé, les tests, etc. On va automatiser aussi le rôle du coaching agile. On a besoin du coach agile parce qu'il a compris le book, mais il sait aussi l'adapter. Il contrôle les Scrum Masters. Il n'écoute pas les Scrum Masters, il court-circuite les Scrum Masters. En gros, pour lui, les Scrum Masters, ils sont des moins que coach agile. Ils sont à son service, voire des incompétents. Un vrai coach agile comprend que sans le Scrum Master, il ne peut rien faire. Il ne respecte pas le rythme des équipes. En fait, ça, c'est un problème parce qu'il y a des coachs agiles qui restent tellement au niveau dans le sens un peu décuplé de la réalité, que finalement, ils veulent que tout aille bien, tout aille rapidement, parce qu'en plus, on leur demande des comptes de la part de la DSI, c'est normal, on met de l'argent, on demande des comptes. Mais finalement, ils ne respectent pas le rythme du changement. Or, le rythme du changement, c'est le rythme de l'équipe. Respectez pas ça, l'équipe il va juste se démotiver et vous allez perdre votre transformation. Décuplé de la réalité du terrain, il parle plus qu'il n'écoute, ça c'est très grave. Parce qu'un coach agile qui
parle plus qu'il n'écoute, rapidement, déjà, il perd l'intérêt de son interlocuteur et encore plus rapidement, il perd la confiance et le respect de l'interlocuteur et il est impossible en ce cas-là de faire preuve d'empathie, de comprendre les vrais problèmes du terrain. S'il ne comprend pas les vrais problèmes du terrain, comment il va accompagner l'équipe à trouver des solutions? Il connaît la bonne réponse. Ça, on a tous des coachs agiles qui sont monsieur, je sais tout, sauf que le problème, il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a toujours une bonne réponse au contexte. Il saute pour aider l'équipe. C'est une posture qui arrive assez souvent. Moi, je suis coach agile, je suis tellement bienveillant, je veux tellement vous aider. On m'a dit, on m'a pris parce qu'il faut que je vous aide, que je vais vous aider. Non. Un bon coach agile, il va attendre qu'on sollicite son aide ou alors il va trouver le moyen pour motiver la sollicitation de cette aide. Une fois que c'est fait, il peut avoir des gens qui sont très réactifs et la transformation se fera beaucoup plus vite. Et je vous donne la main pour vos propositions. Alors, très rapidement, parce que là, vraiment, j'ai dépassé tout. Alors, il impose son idée à tout moment, ne laisse pas les Scrum Masters et l'équipe créer, effectivement. Et parfois, on peut avoir de vrais conflits avec les Scrum Masters. Et parfois, le Scrum Master, il a le moyen de le court-circuiter aussi, de le décrédibiliser. Donc, trouvons du gagnant-gagnant, ça aide tout le monde. Redondance dans les thèmes. Alors, redondance dans les thèmes de rétro, très bonne idée parce que, effectivement, le coach agile Scrum Master, il faut que chaque rétro, on trouve un format. Il y a une grande panoplie de formats. Donc, chaque fois, il faut proposer quelque chose. Et mieux que ça, les serious games et les rétros, il faut trouver les bons formats qui s'adaptent à la réalité du sprint. Si on a un sprint où nous avons eu beaucoup de conflits, si on a un sprint où tout s'est bien passé, vous voyez bien, ce n'est pas la même rétro, ce n'est pas la même serious game. Résistance au changement, innover. Alors, on n'a jamais été Scrum Master. Effectivement, moi, franchement, ça me fatigue. Un coach agile qui n'a pas été développeur, pas de souci, n'a pas été testeur, pas de souci, mais qui n'a pas été Scrum Master, si par je ne sais quel accident de la vie c'est arrivé, pas de souci, mais dans ce cas-là, il faut qu'il trouve le moyen pour comprendre le rôle de Scrum Master et encore moins pour passer pour monsieur je sais tout, parce qu'il est vraiment très… La différence que je mets, sachant que pour moi, Scrum Master, c'est un coach agile, c'est que le Scrum Master, il est très proche du terrain, le coach agile peut se permettre un peu plus de macro et c'est très complémentaire. Mais quand on a un coach agile qui est très macro, qui n'a jamais fait du terrain, en général, soit il doit se faire entourer par les bons Scrum Masters et être humble, soit il va juste tuer la transformation agile et en général, il sera tenu pour être le responsable. Et pour aller plus loin, et on est vraiment allé plus loin, on est allé très loin, ne serait-ce que dans le temps que j'ai pris, et je vous remercie pour votre attention. Normalement, on peut aller beaucoup plus loin pour voir au niveau du programme team, de la large solution, et du niveau portfolio, les différents comportements non agiles qu'on peut avoir. Et vous le savez déjà, ou bien vous allez voir, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Une équipe, niveau équipe Scrum, c'est des problèmes qui sont, j'ai envie de dire, basiques, mais ça ne remet pas en question l'importance. Mais là, programme team, large solution, c'est de la coordination, de la coordination, de la coordination. Beaucoup d'humains, beaucoup de feeling, beaucoup de subjectifs. Portfolio, c'est une autre histoire. Et là, c'est la DSI, c'est les big chefs. Et là, c'est des calculs parfois. Alors souvent, c'est de la politique. C'est un autre monde qui est très intéressant à étudier avec des problématiques et des challenges qui sont très différents. Malheureusement, on n'a pas le temps, vous savez. Du coup, ça va être pour une autre fois. Alors, je vous ai préparé des statistiques que j'ai trouvées sur le site State of Agile. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour les passer. Si je vous communique la présentation, vous les aurez. Je vais faire juste le premier slide. Quelles sont les raisons pour adopter l'agile? On voit 74% pour accélérer le software, donc c'est pour délivrer, et pour booster le changement de priorité et pour augmenter la productivité. On comprend pourquoi. Quels sont les benefits of Agile? C'est pour 69%, ability to manage changing priorities, donc c'est un peu la même chose. C'est la visibilité du projet et c'est le business IT alignement, parce que parfois, justement, une des solutions, vous savez, je vous ai parlé de la dualité entre l'IT et le business, et bien, ça peut aider. En tout cas, théoriquement. Là, j'ai d'autres métriques, genre Agile Used Method. Quelles sont les méthodes les plus utilisées? 54% Scrum, 14% hybride, 10% Scrum XP,
Ce qui m'a interpellé, c'est Scrum 8%, parce que pour moi, Scrum, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça ne devrait pas exister. Ce qui existe, c'est Scrum. Parce qu'avoir du Scrum sans le Kanban et la théorie du Kanban qui va avec, c'est-à-dire le Scrum, c'est très limite. Et c'est là aussi le rôle du Scrum Master ou du coach agile. Pour les scaling, il n'y a pas de surprise. C'est du safe. Mais ce qui fait un peu quand même rire, heureusement, malheureusement, 19% c'est don't know et 16% Scrum of Scrum, ce qui est un peu logique. Et puis, pour les techniques, les daily, c'est 86% qui font du daily. En même temps, où sont partis les 14%? Les iteration planning, 80%, les 20% où ils sont partis. Les rétro, 80%, les 20% où ils sont partis. Mais c'est la réalité du terrain. Et donc, pour les Engineering Employed Practices, les tests unitaires, 69%. Alors, OK, je suis d'accord, il y a du code mort. OK, on ne va pas faire du 10%, du 100%, mais quand même 31%, je ne sais pas si c'est très bien. Les standards de code, 58%, donc on a perdu 42%. Excusez-moi. Continuous Integration, 53%. OK, on n'en a pas besoin systématiquement, mais quand même, 50% qui n'en font pas, je pense que c'est trop. How success is measured? Alors, comment on va le mesurer? C'est la satisfaction, ce qui est logique, mais c'est que 50%. Business value, ça m'interpelle. Ça veut dire que 50%, pour eux, les business value, c'est pas important. C'est grave. C'est la réalité du terrain. Et les challenges, par challenge, on entend les difficultés. C'était juste pour l'appeler comme ça. Alors, c'est la culture de l'entreprise qui empêche de scaler, et c'est vraiment ça. General Organization, la résistance, surtout parce qu'en général, le safe et at scale, on le fait chez des structures qui sont immenses. Et ces structures qui sont immenses, ce n'est pas des startups. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, il faut faire avec eux, ce n'est pas un problème en soi. Ils sont indéboulonnables, irremplaçables, et ce n'est pas un problème en soi. Ils font la résistance, on ne peut rien faire pour cette résistance. Et c'est là où on retrouve tout le génie du coach agile et le Scrum Master, qui sont les change managers, parce qu'un coach agile, c'est aussi un change manager. Et là, on va conclure, ça va faire plaisir à tout le monde, je crois. Donc, l'agilité, en fait, on s'est posé une question au début. Est-ce que le problème provient de l'agilité ou le comportement des acteurs de l'agilité? Or, dans l'agilité, c'est l'humain avant le process. On sait très bien qu'il n'y a pas d'agilité sans humain. Donc, c'est l'humain qui fait ou défait l'agilité. Du coup, connaître l'humain, ou plutôt son humain, c'est-à-dire les acteurs de votre projet, c'est très important parce que l'humain, ça ne veut rien dire, c'est votre contexte qui compte, et le prérequis de la réussite de l'agilité. Et donc, d'où l'importance du biais comportemental dans son agilité, parce que si on veut connaître, si on veut l'humain, c'est le comportement, c'est les symptômes. Et je finis par cette phrase, on a l'agilité qu'on mérite, parce qu'on a l'agilité qu'on mérite. Merci à vous. Et je finis par le dernier slide. Donc là, c'est juste pour le contact. Donc, on aura le moyen, ça, c'est pas grave. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on va me tuer, côté administrateur et co-organisateur, et tant qu'à faire, je suis déjà mort, donc c'est pas grave. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de questions. Et ben, du coup, écoutez, on garde contact sur Agile Africa, sur les groupes, sur la page. Vous avez mon LinkedIn, vous avez mon site aussi. Donc, au plaisir d'échanger. Alors, il y a des conversations. Donc, au plaisir d'échanger et merci à vous. Et donc, je vous invite de rejoindre la salle. Merci à vous. Ciao. Merci à toi. Merci Mehdi. Merci. Mehdi. Merci. Ciao tout le monde.